Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une superbe interview. Aujourd'hui, on accueille une coach voix et corps, une coach, vous allez voir, qui aussi travaille en marchant et on parlera de ça. Quelqu'un que j'ai découvert sur Internet et surtout grâce à sa conférence TEDx que je vous conseille. Vraiment, on va découvrir Vanessa Millet. Bonjour Vanessa. Bonjour, mais merci de m'avoir invité pour cette interview. Je suis ravie. Moi aussi, ça faisait un moment que je voulais t'interviewer et je voulais qu'on échange. On avait déjà échangé par message un petit peu pour différentes raisons. Comme on a vu, je connais bien le coin où tu es. Et puis, d'abord, un petit peu pour que les gens te connaissent, tu peux nous raconter qui tu es, ce que tu fais. Exactement. Donc moi, je suis Vanessa Millet, 42 ans dans quelques jours, bientôt, ça approche. C'est fou. Ça passe vite une vie. Alors moi, j'ai envie de dire vivez, mais vivez tout ce que vous pouvez parce que waouh, c'est beau la vie. On a beau vivre des moments comme en ce moment où on est confiné. Finalement, je trouve que ça nous amène de très belles réflexions en fait, si on prend le temps vraiment. De s'introspecter, de voir le côté positif de tout ça. Il y a vraiment de belles choses à en ressortir. Moi, je suis coach aujourd'hui depuis pas loin de 15 ans. En fait, j'ai démarré tôt. Je me définis comme une coach philanthrope parce que j'ai des valeurs humanistes très, très fortes, vraiment. Alors, je rectifie le tir tout de suite parce que pour certaines personnes, dès qu'on parle de philanthropie, on s'imagine qu'on ne gagne pas sa vie, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je porte des valeurs humanistes, philanthropes, que je ne gagne pas ma vie. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Je fais partie de ces coachs qui arrivent à vivre de leur activité. Et toi qui connais bien aussi ce métier qui est là-dedans, tu sais à quel point c'est pas forcément facile. Parfois, on veut nous dire qu'en claquant des doigts, on va arriver à développer une clientèle. Non, c'est quelque chose de longue haleine, ça se travaille, ça demande vraiment déjà de bien se définir soi-même, de savoir qui on est vraiment, d'avoir aussi dépassé certaines douleurs, certaines blessures, pour être vraiment clair avec ce qu'on propose. Plus on est clair et aligné avec ce qu'on propose, et plus l'abondance, elle vient à nous. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié. C'est qu'à vraiment à partir du jour où j'ai vraiment su ce que je voulais donner, apporter, sans chercher à imiter qui que ce soit, et vraiment pleinement moi-même et à jeter le masque, comme je le dis dans ma conférence TEDx, eh bien, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a vraiment bien fonctionné pour moi, tu vois. Ju- Alors Et justement, ça a été quoi, toi, le déclic, le jour où il y a eu cet alignement déjà, il a fallu, voilà, toi qui as écouté ma conférence TEDx, j'ai quand même un sacré parcours de vie. Et il a fallu vraiment que je travaille très fort sur moi pour pouvoir accompagner des personnes par la suite. Parce que pour expliquer en deux mots, j'ai une histoire où j'ai vécu 3 viols dans ma vie. Depuis mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai attiré un schéma comme ça à moi. Et ça a été très, très destructeur parce que d'un côté, je me suis enfermée complètement dans le déni, finalement même dans l'illusion, dans le rejet de ce que j'avais pu vivre. Et comme j'ai toujours eu une âme de sauveuse, eh bien, c'était plus facile d'aller m'occuper les autres, d'aller les sauver, plutôt que d'aller me sauver moi-même, évidemment. Donc, je suis passée par toute cette phase-là euh, finalement jusqu'au jour où on ne peut plus cacher vraiment ce qu'on a vécu parce que finalement, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vraiment nous mettre en lumière ce qu'on a vécu. Et ça a été très, très dur. Euh, il m'a fallu l'accepter et j'ai sombré à ce moment-là. Parce que moi, je voulais être une sauveuse, je ne voulais pas être une victime, tu vois. Et il a fallu que je dégringole complètement pour remonter en fait ensuite à la surface. Et puis rencontrer les bonnes personnes. Accepter à un moment donné. Alors, ce statut de sauveur, victime, etc., c'est pas toujours facile à expliquer parce que on dit toujours oui, on doit sortir de ce statut de victime. Évidemment qu'on doit en sortir, mais pour en sortir, il faut quand même d'abord le reconnaître à un moment donné. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu ne reconnais pas que tu as été une victime, etc., eh bien, tu ne peux pas en sortir non plus. Donc, en fait, il y a vraiment des phases. C'est d'abord dans l'acceptation d'avoir été une victime. Après, évidemment, on ne peut pas rester dans ce positionnement-là de victime parce que sinon, eh bien, on s'enferme là-dedans et on crève. Je pense à un moment donné, on crève aussi et on ne peut jamais vraiment devenir la personne qu'on doit être.
Donc, il faut vraiment en sortir aussi à un moment donné. Et c'est tout un chemin de reconstruction, comme j'explique vraiment dans mon TEDx. Hein. Ça passe par toutes les phases de la courbe du deuil, hein, ou la courbe du changement. Hein. Et puis, accepter vraiment de se mettre à nu, de se dévoiler, de vivre sa vulnérabilité, de guérir de toutes ces blessures. Et c'est un long chemin, hein, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, il faut vraiment accepter que le processus, il est long. Il ne faut pas hésiter non plus à changer de thérapeute. Moi, j'en ai vu plusieurs, hein, jusqu'à ce que je trouve vraiment le mien. En tout cas, celui qui était fait pour moi. Celui que je n'allais pas manipuler, en fait. Parce qu'en bon petit zèbre que je suis, j'ai vu beaucoup de thérapeutes et en fait, c'est plutôt moi qui les menais à la baguette et qui les manipulais. Donc, je ne me laissais pas faire, en fait. Jusqu'au jour où j'ai vraiment trouvé celui qui était fait pour moi, qui a été vraiment plus qu'un psy. En fait, ça a été vraiment un mentor. Il avait vraiment plus une attitude de coach d'ailleurs que de psy. Et lui, par contre, il a très vite compris qui j'étais. Et tu vois, l'origine de mes envies d'accompagner en marchant, c'est venu par lui, en fait. Parce que lui m'a proposé d'aller faire des séances en marchant. Et c'est comme ça que c'est venu chez moi, cette idée après d'accompagner En marchant dans ouais. cette dynamique-là. Ouais, la prise de décision, comme tu le disais, je pense que c'est hyper important, c'est la première chose. Et souvent, alors moi, ce que j'aime bien, les gens n'ont pas ont pas vraiment conscience d'être dans un rôle de victime ou de sauveur. Sauveur, beaucoup les thérapeutes ou les aidants ont souvent cette posture de sauveur, d'essayer de sauver, d'aider les gens pour s'aider soi-même. Et en fait, cette prise de décision, elle est importante de prendre conscience. Et souvent, je trouve que, encore une fois, ça passe par le corps, par des maladies, par des désagréments physiques. C'est fou, mais c'est comme ça qu'on arrive à détecter. C'est que nos blessures, nos émotions, comme elles restent coincées, en fait, et à un moment donné, elles vont venir s'exprimer par la maladie, la douleur. Le problème, c'est que souvent, on n'écoute pas ces premiers signaux. Pourtant, ils sont bien là. Hein. Notre corps, il nous dit tu. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des petites maladies chroniques qui reviennent? Des rhumes, des sinusites, des angines, des maux de tête réguliers, des choses comme ça. Ça arrive pas comme ça pour rien. Hein. Oui, C'est qu'il y a des choses comme ça, voilà, qu'on n'a pas exprimées, qu'on a refoulées. Et il y a aussi nos fameuses blessures qu'on porte, qu'on trimballe et dont on ne s'est pas libéré. Et en rapport avec mon histoire, le fait de réattirer comme ça des schémas, c'est qu'on a ignoré certaines blessures, certains signes, et du coup, on réattire en permanence jusqu'à ce qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et souvent, et c'est dommage, mais souvent, la vraie prise de conscience, elle se fait dans la douleur. On aimerait bien qu'elle se fasse autrement, mais c'est souvent dans la douleur, malheureusement, qu'elle va se faire, vraiment. c'est vrai ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est souvent dans la douleur. On aimerait tellement que ça se fasse comme ça et qu'on ne souffre pas et qu'on n'ait pas de douleur, qu'on ne se prenne pas des grandes claques. Mais c'est vrai que ces grandes claques, quand on les prend comme ça, c'est-à-dire pas juste comme une claque, mais comme un signal, comme pour moi les émotions, c'est des messagères, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que j'en fais de ce mal de dos? Ah ouais, j'en ai plein de dos, machin, mais pourquoi j'en ai plein de dos? Voilà. Ça veut dire quelque chose, ça nous dit quelque chose et ça nous permet de prendre conscience de nos blessures, de choses à travailler et d'aller sur ce chemin parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est long, mais c'est un chemin sur lequel on peut y avoir plusieurs thérapeutes, des coachs, des gens différents qui nous font avancer. Oui, d'expérimentation, c'est un vrai chemin d'expérimentation en fait, la guérison. Mais tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, tu parlais du mal de dos, ou peu importe le mal qu'on peut avoir. En fait, nous, on a toujours, et ça c'est, je sais pas, c'est très européen dans nos cultures, on va aller endormir en fait la douleur, on va se bourrer d'antalgiques. Alors ça va rassurer notre mental, hein, parce que lui, il a besoin d'être rassuré. Hein. On lui donne des médicaments, il est content, on fait taire justement le signal d'alarme. Le problème, c'est qu'on ne va pas chercher la cause, en fait. On n'est que dans le traitement du symptôme. Et évidemment, si on n'est que dans l'apaisement du symptôme et qu'on ne va pas chercher la cause profonde, eh bien, il va revenir sans arrêt.
Et on est un peu feignant en fait. On n'a pas, ça nous fait peur finalement d'aller creuser, d'aller chercher la cause. Et c'est pour ça souvent qu'on ne le fait pas. Donc Ouais, je pense que on préfère minimiser ou taire la douleur à coup de médicaments. tout à fait. On préfère faire l'autruche, mettre la tête dans le sable pour pas voir, malgré la souffrance, malgré la douleur. Et je pense que tu as utilisé pour moi le bon terme, c'est parce qu'on a peur. Derrière, il y a cette émotion de peur qui finalement a besoin d'être assurée. On va plus vers la facilité parce que les choses font peur, parce que le changement aussi fait peur. Tu parlais de toutes ces blessures, d'essayer de libérer ça, de penser nos blessures ou de travailler sur nos blessures, ça nous amène à un changement, à changer. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile pour les gens. On est très frileux sur le changement. Ouais, mais justement, toi, le changement, comment tu le vois? Comment c'est pour toi le changement? Ben, pour moi, déjà, c'est incontournable parce qu'aujourd'hui, tout est en mouvement tout le temps. Ça n'existe plus aujourd'hui de se dire, par exemple, on fera le même métier toute notre vie, on vivra au même endroit. On est plus dans la même forme de stabilité aujourd'hui. On est plus dans le mouvement. Donc, Mmh. tout ce qui était vrai hier ne l'est plus du tout aujourd'hui déjà. Et je crois que, je veux dire, dans tous les cas, malgré nous, on change. Même si on n'a pas envie de changer, même si on a envie de rester là où on est, dans tous les cas, on change, on bouge malgré nous. Mais c'est vrai, moi, quand je discute avec plein de personnes, on préfère toujours un ennemi connu qu'aller rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait, parce qu'on connaît. C'est toujours cette peur de savoir ce qu'on va trouver à la place qui nous retient, en fait. On se retient nous-mêmes. Hein. Notre plus belle prison, c'est nous qui nous la créons. Hein. Oui, tout à fait, ce changement, comme tu le dis, il est inévitable. On change tout le C'est temps. inévitable de toute façon. Heureusement qu'on n'est plus les enfants qu'on était il y a quelques années, qu'on était l'ado. Et quand on regarde, heureusement, parce que bon, ça nous a amené à certaines choses. Comme tu le disais aussi, notre société, elle bouge de plus en plus vite. Donc ces changements, ils doivent être de plus en plus rapides. Et peut-être que c'est aussi ça qui fait peur aux gens, c'est ça va encore plus vite qu'avant. Donc qu'est-ce que j'en fais dans toutes ces situations? Et on voit bien Mais aujourd'hui. regarde, et oui, Oui, voilà, regarde avec ce qui se passe c'est aujourd'hui, ça. on n'a pas le choix, entre guillemets, que de s'adapter. Ouais. Et du coup, même, il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte que finalement, ouais, le télétravail, ça fonctionne très bien. On pourrait faire des économies de locaux, de choses. Enfin, il y a tout plein de choses comme ça qui changent. Je ne sais pas à quoi on va revenir après tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que la vie telle qu'on l'a connue avant, euh, elle n'existera plus de la même façon. Et c'est très bien. Ouais, je suis d'accord. Ça va forcément amener un changement. On ne sait pas lequel, je ne sais pas comment. Voilà, on a envie d'un changement meilleur, une utopie, des choses meilleures. Je ne sais pas comment ça va changer, mais forcément. Je préfère être dans l'utopie en tout cas. Moi, vraiment, je fais partie vraiment de ces personnes qui croient véritablement en un monde meilleur, mais c'est à nous de le créer, ce monde meilleur. N'attendons pas que le gouvernement mette des choses en place pour nous. En fait, je trouve aussi, et ça, je vais peut-être en fâcher plus d'un, mais je trouve qu'on est encore trop dans l'assistanat. On voudrait que le gouvernement fasse tout pour nous, on se plaint, on râle, on se dit que oui, on aurait dû prévoir, etc. Mais franchement, moi, j'aimerais pas, en ce moment-là, j'aimerais pas être à la place du gouvernement, mais vraiment pas. Je pense qu'ils sont en train de se faire des cheveux blancs. Et en même temps, on a aussi notre responsabilité, nous, dans tout ça. On peut, si nous, chacun à notre niveau, décide de faire quelque chose, on a le pouvoir de changer les choses. Si toi, moi, les autres, tout le monde, on est dans cette idée de vouloir faire changer les choses, oui. C'est bien gentil de parler d'écologie, de parler de surconsommation, mais on fait quoi, nous, pour ça, dans notre vie de tous les jours? Ouais, je pense que tu as bien touché du doigt et tu as raison, hein, l'assistanat. Alors, je pense que l'important, c'est cette décision de prendre sa responsabilité. Ça, c'est vraiment une étape dans tout ce qu'on fait, dans ce changement, dans toutes les expériences de vie.
on a cette décision de prendre cette responsabilité et de choisir. Qu'est-ce que je choisis? La vie, c'est juste des choix, en fait. On fait que ça. C'est que des choix, c'est que des expériences. Si on veut rester dans le positif, je veux dire, c'est pas en dénigrant là, en ce moment, il y a un truc qui m'agace au plus haut point. C'est toute cette théorie du complot là dont parle. Et d'ailleurs, dont parlent beaucoup de thérapeutes aussi. Hein. Mais c'est pas constructif d'aller nourrir ça. Je veux dire, là, on ne peut pas véhiculer du positif en allant nourrir cette théorie du complot. C'est absurde. Et peu importe que ce soit vrai ou faux, d'ailleurs, on s'en fout presque. Mais en tout cas, ça ne va pas nourrir, on n'est pas dans des élans positifs et de changement en allant véhiculer comme ça des choses qui vont même aller alimenter la peur. Ou alors on cherche quoi? À l'alimenter, la peur. On peut se la poser, la question. Hein. Ah oui, oui, la peur aussi a un pouvoir. Et là-dessus, sur les complots, moi j'aime bien, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Il y a, il faut être fou pour croire qu'il y a des complots partout, et il faut être encore plus fou pour croire qu'il n'en existe pas. En fait, c'est comme ça, c'est la nature humaine, on est comme ça, mais c'est pas, encore une fois, c'est sur quoi on porte son regard, sur ce côté positif, sur la bienveillance, l'utopie qu'on a envie de développer, de porter, et plus on va porter vers ça, plus c'est ce qui va se développer, plutôt que d'aller vers, voilà, encore une fois, la victimisation et se dire, bah oui, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement, qu'est-ce que machin, ça fait absolument pas avancer les choses. Mais non, au contraire, on régresse même. Mais justement, je pense que c'est une bonne transition avec, là, pour moi, pour faire ça, souvent les gens qui sont dans cette victimisation, qui se plaignent et tout ça, c'est un manque d'affirmation de soi et de connaissance de soi. Parce que ça, déjà, la connaissance de soi. Et une fois que, tu le disais, d'alignement, de tout ça, une fois que tu es vraiment, tu sais t'affirmer, eh bien, et s'affirmer, c'est pas gueuler sur l'autre ou imposer son avis à l'autre. Mais voilà, c'est la. L'assertivité, il n'y a pas besoin d'élever la voix. Hein. C'est juste, dans sa posture. Quand on sait vraiment qui on est, où on veut aller, ce qu'on a à donner, à offrir au monde, on peut vraiment s'affirmer. Après, il y a tout un travail. Moi, je pense que j'espère qu'un jour, ce sera dans les programmes scolaires, mais il devrait y avoir, à mon sens, alors attention, hein, parce que là, encore une fois, il y a du bon et du moins bon dans le développement personnel, parce que c'est drôle, mais je trouve que le développement personnel est à la fois très beau et très enfermant. Très culpabilisant parfois. Ouais, oui, et puis on peut aussi s'enfermer sous le couvert du développement personnel. Mais en tout cas, je parlerais plus vraiment d'apprendre à se découvrir soi, d'être vraiment dans cette quête de la connaissance de soi, avec déjà en premier lieu qui je suis moi, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai besoin. Parce que à chaque fois que je dis oui à quelqu'un alors que j'en avais pas vraiment envie, je me ferme la porte à moi-même, je me dis non. Donc ça passe vraiment par une véritable connaissance de soi. Tant qu'on n'a pas travaillé sur certains leviers d'évolution sur soi, on ne peut pas être dans l'affirmation de soi, on ne peut pas s'affirmer. Si je ne vis pas mes valeurs, je vis les valeurs des autres. Donc encore une fois, je ne suis pas à ma place. Tout à fait. Et donc pour toi, justement, cette compréhension de soi, elle passe par quoi? Est-ce que tu as un outil ou quelque chose que tu pourrais nous partager sur cette connaissance de soi? Elle passe par tout un tas de leviers. J'ai envie de dire déjà comme tu fais toi aussi. Hein. Moi, j'aime énormément travailler les émotions parce que pour moi, c'est la base de tout. C'est ce qui nous fait bondir, réagir dans un sens comme dans l'autre. Donc, à partir de là, on a beaucoup de clés pour savoir comment on a construit nos schémas mentaux, pourquoi on a des comportements qui se répètent. Donc ça, c'est très, très important. Après, il y a tout l'accompagnement en coaching que je propose, voilà, qui va permettre d'aller trouver ces clés-là. Mais si tu veux, moi, je travaille vraiment sur une approche holistique. Tu vois, c'est à mon sens, un bon coach, allez, je vais oser le dire comme ça, il va être vraiment dans cette approche holistique de l'humain. Il ne va pas travailler que sur le mental, il ne va pas travailler que sur le corps, il va chercher à réconcilier les deux, tu vois. Et je rajoute à ça le côté cœur. Tu vois, c'est pour ça que je travaille toujours sur cette dimension du corps, le cœur, l'esprit.
Voilà. On est Et d'accord. ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça passe par tout plein de choses. Moi, alors, je vais te donner un exemple hyper concret. L'autre jour, je discute avec une personne qui m'a pris un accompagnement. Et ce qu'il a un petit peu décidé, c'est il me dit, moi, j'aimerais apprendre à gérer mes émotions. Alors là, je souris un petit peu. Et il me dit, tu n'aurais pas des outils comme ça pour apprendre à gérer tes émotions. Alors je lui dis, tu sais, des outils, j'en ai plein. Je pourrais t'en donner, etc. Mais ça ne servira pas à grand-chose. C'est-à-dire, si ça va, sur l'instant, évidemment, ça va calmer l'émotion, ça va te faire redescendre, etc. Mais tout ça, ça va revenir. Ouais, tu vas gérer ton émotion sur l'instant. Mais il faut aller au cœur de ton émotion. Il faut chercher à les traverser, savoir pourquoi elles sont là, etc. Et il y a plein de causes à tes émotions. Il y a plein de choses qui font que tu n'arrives pas à bien les vivre, à bien les appréhender, etc. Et ça passe par tout plein de choses avant même. J'ai envie de dire presque les outils, c'est à la fin. Mais d'abord, on va voir comment toi, tu fonctionnes, comment tu manges, comment tu dors, comment tu t'oxygènes, comment tu respires, etc., etc., etc. Et je vais d'abord travailler tout ça avant de délivrer tes outils pour. Alors, j'aime pas ce mot, j'ai jamais aimé ce mot gérer parce que tu le sais bien, hein, on gère pas ses émotions. Hein. On apprend à vivre avec et plutôt à déclencher la bonne émotion pour le bon comportement au bon moment. Voilà, j'ai Oui, jamais aimé ces mots gérer, c'est moche. bah, je suis d'accord, hein, moi aussi, gérer ses émotions. Enfin, encore une fois, il y a certaines situations qui est important de gérer. On gère des Tout situations. à fait. Les émotions, on ne gère pas. Pour moi, c'est vraiment les vivre, les accepter, les vivre, se libérer de celles qui nous pourrissent la vie. Mais vraiment, c'est vraiment effectivement dans cet alignement du corps, du mental, du corps et du cœur et des émotions. Et C'est comme ça. tu le dis, les gens sont beaucoup dans leur mental aussi. Et donc, on veut contrôler, on veut gérer. On pense que, encore une fois, que notre cerveau peut tout gérer. Et là, ça ne marche pas avec les émotions. Ça, voilà, Non, faut aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on mange déjà est vraiment responsable de nos émotions, mais c'est juste incroyable. Moi, ça, c'est un truc, mais le jour où j'ai changé mon alimentation, mais moi qui suis, tu vois, justement, qui suis un haut potentiel, et justement, les émotions, ça faisait vraiment partie de. C'était incontrôlable chez moi. Mais vraiment, hein, et sans être bipolaire pour autant, hein, mais un côté cela dit. Mais tu vois, c'était très. Moi, j'étais dans les débordements émotionnels en permanence. Je pouvais passer de la tristesse à la colère à la joie, mais en quelques minutes, tu vois. C'était vraiment. C'est dur à vivre, c'est énergivore. Hein. J'étais fatiguée. ouais, Et la première des clés, pour moi, ça a été vraiment l'alimentation, hein, incroyablement, et la respiration. L'oxygénation. Alors, tu vois, autant quelqu'un, voilà, juste avant une prise de parole en public, je vais lui donner un outil concret à mettre en place pour faire redescendre son stress et qu'il puisse y aller. Là, oui, là, effectivement, il y a besoin d'être dans l'immédiateté, hop, l'outil qui va te permettre de. Voilà. Mais après, pour apprendre vraiment à, à appréhender ça sur la durée, à bien le vivre, il faut vraiment aller là balayer plusieurs leviers. C'est pour ça que l'approche holistique, elle est, à mon sens, incontournable. Ouais, je suis d'accord. Et sur la prise de parole, effectivement, tu peux gérer, voilà, tu as un stress pour prendre la parole, c'est difficile. Mais si après tu veux prendre du plaisir et si tu veux que ce soit un plaisir, bah, il faut travailler autrement. Parce que si tu fais juste cet outil pour Ah, gérer l'instant du stress et machin, bah, ça va être compliqué de prendre du plaisir et d'être vraiment toi et de pouvoir te livrer. Et ouais, encore une fois, on vient à être soi, montrer aussi sa vulnérabilité, ce côté qui est hyper important parce que c'est aussi de l'authenticité, c'est donc retour vers soi. c'est être au bon niveau, en fait. Je dis toujours ni trop haut, ni trop bas, quoi. C'est être dans l'émotion juste. Et, et on y arrive très bien. Mais encore une fois, c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de la persévérance. Il faut avoir envie. Encore une fois, moi je le dis toujours, hein, le changement, c'est pas confortable. Moi, j'irai jamais dire que le changement, non, c'est très incontournable. C'est chiant même. Mais en même temps, c'est quand on voit ce que ça amène, les résultats derrière et le changement de vie, la transformation, par contre, la métamorphose, eh bien, franchement, ça en vaut la peine 10 000 fois.
Mais oui, mais c'est des événements de vie. Qu'est-ce qui dans notre vie a été, simple, facile et qui nous a apporté beaucoup, en fait? Regarde, bah, on va prendre, On ne s'en souvient pas d'ailleurs de ça ouais, souvent. on s'en Tu vois? souvient pas. On s'en souvient. On se souvient surtout des galères, mais on va prendre l'exemple, tu parlais tout à l'heure des enfants. Bah, la naissance, bah, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Il y a pas que ça. Il y a du plaisir, bien sûr, mais il y a des choses qui chamboulent. Puis après, l'enfance, quand on est enfant, l'éducation, tout ça, oui, il y a des choses chouettes, mais il y a des trucs, voilà, c'est pas la long fleuve tranquille. Donc et pourtant, c'est génial. Donc c'est ça, nos expériences de vie, le changement, effectivement, c'est inconfortable, ça remue, ça renvoie des trucs, mais ça nous permet de nous connaître, encore une fois, de mieux nous connaître et de pouvoir avancer et d'aller, plus loin sur ce chemin. Exactement. Et donc, toi, au niveau de la puisqu'on parlait de vulnérabilité et ça m'intéresse, cette part, moi, que j'aime bien les ombres et les lumières, en fait, qu'on dit plus Ah ben facilement. ouais, on a nos ombres, hein, on a nos ombres, on a notre lumière, on a les 2 et les 2 ont leur place. C'est ça. C'est aussi montrer ces ombres pour que ces ombres, elles deviennent des lumières. C'est, montrer, voilà, comme toi tu l'as fait dans ta conférence, TEDx, tu montres ta vulnérabilité, mais je pense que ça a apporté, une lumière, heu, sur toi, en toi qui a dû être, énorme. Ah ça a été, quelque chose d'incroyable en fait, vraiment ce TEDx, cette conférence, c'est un peu la conférence de ma vie. C'est à la fois la plus belle conférence que j'ai donnée et sans doute la plus difficile, parce qu'effectivement, quand on parle de soi comme ça, heu, qu'on se met à nu totalement, hein, qu'on se révèle comme ça, c'est émotionnellement, c'était waouh! Pour moi, ça a été un sacré moment. Ça a été aussi, la dernière étape, j'ai envie de dire, de mon processus de libération personnelle, de guérison aussi. Pourquoi? Parce qu'il me manquait une dernière petite chose, c'est qu'en fait, ma famille, mes parents ne connaissaient pas toute une partie de mon histoire. Et donc, je te laisse imaginer. Hein, donc, je ne voulais pas que mes parents voient ce TEDx avant que j'ai pu leur en parler. Donc, en fait, la dernière étape, en fait, pour moi, le plus dur, ça n'a pas été de faire le TEDx, mais c'était derrière d'aller bah, restaurer une partie de mon histoire auprès de mes parents. Ça a été ça. Hein, et en fait, euh, aujourd'hui, je peux dire vraiment, je suis pleinement moi, pleinement authentique, pleinement Vanessa, pleinement vulnérable depuis que j'ai pu faire ça. Je l'étais, mais il me manquait encore cette petite partie-là. Et c'était, j'en avais peur de ça, tu vois, justement, pour le coup, des années après, te dire, waouh, est-ce que je vais pas les détruire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que finalement, l'amour, c'est ça aussi. On dit parfois, l'amour, ça fait mal, l'amour, ça fait du bien, mais l'amour, c'est l'authenticité, c'est pouvoir dire des choses belles, moins belles, et pouvoir les exprimer voilà, en toute vulnérabilité, justement. Et, euh, et donc, voilà, j'ai été parler à mes parents juste après avoir fait le TEDx. Hein. Je n'ai pas attendu qu'ils sortent, hein, évidemment, hein. Mais voilà. Et ça a été un grand moment. Et là, ça a été vraiment l'étape ultime pour moi de ma guérison totale. Aujourd'hui, je suis complètement en accord avec tout ça. Je veux dire, il y a plus de secrets, plus de mensonges, plus de non-dits, plus tout ça. Merci de partager ça et c'est hyper important. Je pense qu'on touche là vraiment quelque chose de profond dans sa vulnérabilité, montrer sa vulnérabilité et encore une fois, ses parents, ses enfants ou son amoureux, son amoureuse, c'est ces personnes qui sont proches de nous et auxquelles souvent on a le plus peur de montrer cette vulnérabilité, alors que ce sont ceux qui nous aiment le plus finalement et je trouve que c'est d'oser faire ça, révélateur. Moi, ça a été avec mes enfants
oser leur dire que j'étais triste, que je pouvais pleurer après ma séparation et tout ça. C'est hyper libérateur, je trouve, et ça te permet d'être authentique. Encore une fois, cette vulnérabilité, elle permet d'être vraiment plus toi et authentique. C'est ça. Mais de toute façon, pour moi, la plus grande force d'un leader, c'est l'authenticité, la vulnérabilité. C'est ça, en fait. D'ailleurs, pour moi, les plus grands leaders de ce monde, hein, quand tu vois des Nelson Mandela et autres, ce sont des personnes qui ont montré leur vulnérabilité. Mmh. Ce sont des personnes qu'on a envie de suivre, vraiment. Hein. C'est pas Parce autre qu'il y chose. a justement cette vulnérabilité et qu'elle est, encore une fois, comme les ombres et les lumières, elle est intrinsèque à nous. Et quelqu'un qui montre que ses côtés puissants, forts, machin, tout le monde sait que derrière, il y a une vulnérabilité. Et du Il y coup, a des failles. Et il y a des ouais. failles. Pourquoi pas les montrer? Pourquoi pas les dire? Voilà, cette sensibilité, comme tu disais, sur les hauts potentiels. Moi, je trouve effectivement que souvent, ils sont plutôt hypersensibles, hyper émotifs. Hyper Et tout ça, sensible. ça va souvent ensemble. C'est accepter ça, montrer ça. Bah oui, je pleure, oui, je suis triste, oui, j'ai des joies excessifs, je saute pour un oui, pour un non. Enfin, et alors, c'est pas grave. Au contraire, mais c'est vrai que, hélas, plus quand on est jeune, c'est super compliqué à vivre, hein, cette instabilité émotionnelle comme ça, où effectivement, ouais, on peut passer du rire aux larmes en deux-deux comme ça. C'est assez troublant. Les autres comprennent pas bien non plus en face cette hypersensibilité comme ça. Et puis finalement, le jour où justement on apprend à en faire une force, c'est waouh, c'est juste extraordinaire, quoi. Parce que là, on en fait une force, on est créatif, on en fait vraiment quelque chose de beau, quoi. Et aujourd'hui, je m'en fous, moi, même si je pleure devant Bambi, eh ben, je pleure devant Bambi, même à 42 ans, je m'en fous, tu Moi, vois. c'est Au cinéma, bon. je pleure toute seule. Écoute, des fois, je vais au Ah cinéma, oui, j'aime bien des fois aller au cinéma toute seule, tu vois. ouais. C'est un bon moment dans ma bulle, et je chiale tout seul, et c'est bien, quoi. Ouais, Voilà. ouais, moi, avec les enfants, ils aiment bien Joséphine Ange Gardien. Moi, des fois, je pleure devant Joséphine Ange Gardien. Ouais, moi, j'aimais bien Joséphine Ange Gardien. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais, revenir à ça, c'est hyper important, cette sensibilité. Et en finale, quand on réfléchit bien, est-ce qu'on n'est pas tous comme ça et est-ce que c'est pas une normalité? Parce que quand tu regardes les bébés, les enfants, ils sont dans ces humeurs, dans ces émotions qu'ils vivent, qu'elles soient joyeuses, tristes, colère, machin, ils la vivent et après ça passe. On dit: «Ah T'es ouais, beau, mais t'es moche, t'es pu, t'es belle. voilà». Bah, vivre son émotion, c'est ça, c'est aussi faire en sorte qu'elle ne dure pas et qu'elle te pourrisse pas la vie et que ce soit la joie, la tristesse, l'amour, tu la vis à fond et puis voilà, tu l'as vécu, tu peux passer à autre chose. Mais et ça, c'est hyper important de pas rester coincé, là-dedans. En fait, on devrait apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à ce que j'appelle enrichir leur bibliothèque émotionnelle. Tu vois, au cours de petits jeux d'impro ou des choses comme ça, leur apprendre à expérimenter toutes les émotions, tu vois, des exercices sur la joie, la peur, la colère, la tristesse, tu vois, afin qu'ils comprennent que c'est quelque chose, ce sont des émotions tout à fait naturelles qui font partie de notre vie, notre quotidien, ne jamais avoir peur de les laisser venir, de s'en servir, etc., de passer d'une émotion à une autre. Et là, on pourrait enrichir cette bibliothèque émotionnelle, parce que c'est beau, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'appelle ça la carte émotionnelle et Ouais, fabriquer moi, en tant que parent, des fois, c'est ça. Des fois, je fais des trucs, voilà, je fais des trucs un peu fous. Je fais semblant d'être en colère ou d'être pas triste. Je le fais, c'est vrai que très triste, je le fais pas trop, mais tu vois, des émotions comme ça ou d'être super dans la joie pour donner, parce que l'éducation, pour moi, c'est l'exemple et leur montrer l'exemple et leur dire, bah voilà, comment tu le ressens, comment tu le vis cette émotion, voilà, sans faire une sorte de carte, de découvrir ces émotions et de et garder ces impressions. tu vois, un bon moyen justement pour aller travailler comme ça sur ses émotions, bah, c'est sur les marches là qu'on fait, tu vois, sur Ouais, Compostelle justement. Parce que il y a un an, hein, j'étais sur le chemin de Compostelle. On était partis un mois en mai dernier, là, 800 km en 31 jours. Waouh, ça a été une expérience mais magique, du pur bonheur.
de la souffrance aussi, parfois de la douleur, hein, des pleurs, justement, des pleurs, du rire, de la joie, de la colère, de l'énervement. Enfin, là, on est passé vraiment par tout le panel émotionnel, parce qu'évidemment, on vit des choses, des moments inattendus, tout ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. Il y a des jours où on ne trouve pas de logement. Enfin, tu vois, alors qu'on nous avait dit que non, au Compostelle, pas de problème, il n'y a pas besoin de réserver, vous trouverez toujours quelque chose. Et en fait, il s'est avéré que non, tu vois. Et donc, là, on a vécu plein de choses. Et puis, à marcher 30 km, en fait, on faisait en moyenne entre 25 et 30 kilomètres par jour. Donc, à peu près, ça a fait une moyenne totale de 27 kilomètres par jour. Hein. C'est quand même. T'enchaînes ça sur 31 jours, eh bien, je peux te jurer que tes émotions, elles sont mises à rude épreuve. Mais là, ce qui était génial, c'est qu'on s'est montré chacun, chacune, tel qu'on était, tu vois. Voilà, avec des moments, je suis en colère, ben, je suis en colère, j'ai envie de râler, je râle. Là, je rigole, je pleure. Et on a vécu tout ça ensemble, parce qu'on est parti à trois. Puis après, une amie, une quatrième personne est venue nous rejoindre sur un bout du chemin. Et c'était incroyable, quoi. Et puis aussi ces élans de solidarité, de partage, toutes les raisons pour lesquelles les gens viennent faire Compostelle, tu vois, c'est se retrouver, se reconnecter à soi, surmonter un deuil, une séparation, exister, trouver sa voie. Enfin, j'ai fait beaucoup d'interviews justement, tu sais, quand j'ai fait le chemin. Et j'organisais déjà des marches, alors pas des marches sur Compostelle, mais j'avais monté un concept de marche connectée comme ça, et j'emmenais des personnes marcher sur une journée où on faisait justement marche, développement personnel, pleine présence, où on alliait un petit peu pas mal de choses. Et en fait, après Compostelle, j'ai vraiment eu envie de continuer ça. Et du coup, bah, depuis un an, j'emmène des personnes marcher comme ça sur le chemin de Compostelle. Bon, là, évidemment, j'ai dû un peu tout annuler avec ce qui se passe, mais je croise les doigts pour pouvoir maintenir celle de juillet. Parce que là, ça va être une semaine, ça va être sympa. On verra si on peut la faire. Mais en tout cas, justement, pour vivre ces émotions, les traverser, c'est très transformationnel d'aller marcher sur ce chemin-là. Il y a vraiment, c'est inexplicable. Tu sais, moi, je suis pas croyante au sens religieux du terme ou ce genre de choses, mais je crois aux énergies vraiment, aux énergies. Ça me parle. Je sais qu'il y a, voilà, il y a vraiment des choses qui nous dépassent. Voilà. Parler d'énergie, de source, de l'univers, tout ça, c'est des notions qui me parlent bien. Et il y a vraiment des choses qu'on ne s'explique pas. Hein. Ouais. Croyant, pas croyant, il y a vraiment des trucs qui nous dépassent, quoi. Et c'est Et bien aussi. je suis d'accord. Et la marche, pour moi, euh, c'est Sylvain Teston qui, je crois, qui disait Oui, ça. je C'est l'ai que son livre. ouais, c'est génial. Et en fait, dans la marche, c'est la seule activité à laquelle tu peux penser en même temps et tu peux faire vraiment autre chose parce que c'est automatique. Et voilà, si tu fais du vélo, il faut quand même que tu sois concentré, tu peux pas. Donc la marche, et je pense que c'est le moyen, quand tu marches un peu longtemps, hein, pas une balade d'une heure, mais où forcément, c'est un chemin vers toi. Au bout d'un moment, tu fais forcément le chemin vers toi. Compostelle, hein, c'est un chemin vers soi-même. Hein. Mm. Vraiment, tu l'as dit, c'est voilà, un pas après l'autre et vraiment tu chemines vers toi. Et là, pour le coup, de toute façon, la marche, mais en termes de créativité, moi, qu'est-ce que j'ai pu écrire après, quoi. Là, tu t'actives bien, tu fais un petit peu taire ton cerveau gauche, là, et tu réactives bien le cerveau droit, et je crois qu'on en a vraiment besoin Mm. aujourd'hui. Et en termes de créativité, moi, je suis très créative, mais tu sais, même quand je marche comme ça, là, j'écris, quoi. J'ai plein d'idées qui me viennent en marchant, hein. C'est Ah incroyable. bah, je suis comme toi, moi aussi. C'est pour ça Et que même, j'aime beaucoup être baladé, en fait. moi, C'est c'est vraiment, je cours et je marche. Tu vois, j'alterne. Un jour, je cours, un jour, je marche. Là, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon sac à dos et d'aller faire une marche de quelques jours. La prochaine grande marche que je vais faire, c'est Saint-François d'Assise. d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, celle-là. Le Et du chemin de coup, Saint-François d'Assise en Italie. Tu sais, c'est entre Rome et Florence. d'accord.
Mais là, Ouais, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. donc, les marches dans le sud de la France, là, tu fais plus sur 3 jours? Alors, 3 jours, généralement, c'est plutôt au mois de novembre. Sinon, c'est 4 jours Ouais, en majorité et 7 jours. Et là, par contre, 7 jours, on va partir à côté du Puy-en-Velay aussi. Voilà. d'accord. Donc, C'est très ok. sympa aussi par là, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est une région que je connais, qui est très, très, très sympa. C'est très Ouais, joli. quand tu traverses Conques aussi, par là, tu as Mhm. vraiment des villages fabuleux. Et, Ouais. dans le sud de la France aussi, tu as des coins incroyables. Moi, On part tout le chemin. c'était un projet que j'avais, ouais, le Puy-en-Velay. Puis après, moi, je suis sur Béziers, Montpellier. Et donc, voilà, faire ces marches-là, c'est quelque chose. Bon, après, j'ai beaucoup marché et donc mes genoux sont pas toujours au top. Mais bon, voilà. Ouais, mais Et je t'assure que même, moi j'ai vu quand même on a emmené des personnes marcher qui étaient dans des conditions physiques, on va dire, plus que moyennes, tu vois, et on les a emmenés au bout, hein. ouais, Donc là, il y a vraiment, au-delà du physique, il y a le mental, il y a la solidarité qui se crée. J'aime aussi cet esprit, ça je le rappelle, quand j'emmène les personnes marcher sur le chemin de Compostelle, nous devenons des pèlerins de Compostelle. Donc il n'y a plus de statut social, il n'y a plus de, tu vois, ça va casser les mmh, clivages aussi, et ça j'aime bien. On est tous des pèlerins, on est tous au même niveau, on est tous là pour s'aider, on ne laisse pas quelqu'un sur le bas-côté, on ne laisse pas quelqu'un derrière. On est vraiment là les uns pour les autres. On va dormir dans des gîtes, on va dormir en dortoir exprès. Voilà, on n'est pas là pour. On ne va pas à l'hôtel. Sinon, je pense que c'est pas la peine de faire ça, autant faire autre chose. On dort ensemble, on mange ensemble. Il y a vraiment cette idée là pour le coup de promiscuité et ça fait vraiment sortir de sa zone de confort. Voilà. On partage une salle de bain exiguë, souvent. Des fois, il va y avoir qu'une ou deux douches pour 15, 20. Ouais, eh bien, c'est OK. Ça nous fait sortir de notre petit confort quotidien. Sans être inconfortable non plus, parce qu'on ne dort pas dehors, hein. On pourrait bivouaquer, oui. hein, moi, ça m'irait bien, hein. Mais ouais, cette solidarité dans l'inconfort ou ouais, en dehors de cette zone de confort, je trouve elle est hyper intéressante et on le voit actuellement dans la situation actuelle. Quelque chose d'inconfortable, pourtant, bon, bah, on est chez nous, il y a un certain confort quand même. Voilà, c'est pas la guerre, mais malgré ce que peuvent dire certains, mais on est dans cet inconfort et donc la solidarité, elle se crée, elle est forcément, pour moi, les hommes, les humains, ils sont solidaires. C'est autre chose qui les désolidarise. Mais quand ils sont ensemble, quand ils sont dans l'inconfort, dans une difficulté, forcément, cette solidarité, elle est présente et cette humanité, elle est forcément là. Mais ça nous amène à nous dépasser. Toutes ces situations-là, tu vois, le confinement, le fait d'aller marcher pendant plusieurs jours, eh bien, l'effort, la marche comme ça sur la durée, eh bien, en fait, ça amène à un lâcher-prise émotionnel. Donc, il y a tout qui ressort. Mais c'est bien. Comme il y a tout qui ressort, ben, on va pouvoir justement aller travailler dessus. Euh, En groupe, seul aussi, parce qu'on prévoit toujours, voilà, pendant le temps de marche, on va aller discuter avec chacune des personnes, puis on va faire euh, des exercices en groupe, on va travailler la pleine présence, enfin, on fait tout un tas de choses, mais on fait vraiment en sorte que la personne, bah, qu'il y ait des choses qui ressortent au niveau émotionnel. On va aller le rechercher, ça, volontairement. Et c'est sûr que la marche comme ça, l'effort, l'inconfort, forcément, il y a, il y a des pleurs qui arrivent, hein, assez vite en fait. Puis après de la joie, puis après vraiment des moments de partage incroyable, de solidarité, de rire aussi. Parce que tu sais, quand tu es crevé aussi, bah, les émotions, elles vont dans tous les sens. Donc il y a des fous rires de malades mentaux aussi, c'est incroyable, tu vois. Et qui durent. Je me souviens de quelques fois comme ça, au moment où, voilà, où on allait pour aller se coucher dans les dortoirs, et il commence à y avoir un petit... et puis ça part, et ça dure une demi-heure, une heure, et ça ne s'arrête plus, quoi. Donc, et on retrouve aussi un petit côté enfant aussi. Ça fait ressortir notre enfant intérieur. Ouais, je pense que, comme tu disais, souvent l'épuisement ou ces conditions un petit peu limites, eh bien, on lâche plus. On lâche Il y les a tout qui choses. lâche.
Et en fait, tu n'es plus dans la gestion, on en parlait tout à l'heure, tu n'es pas dans cette gestion, dans le contrôle. Tu peux plus faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux plus faire semblant, en fait. C'est ça qui est bien. Parce que il n'y a pas pire que de faire semblant. Quand tu es dans la retenue, quand tu es dans le contrôle comme ça, comme je dis toujours, c'est une bombe à retardement. Hein. Et là, en fait, les gens, ils peuvent plus, même s'ils ils aimeraient se retenir, mais en fait, ils n'y arrivent plus. Et c'est ça qui est bon. Ben, oui. Et nous aussi, d'ailleurs, hein, on cherche pas, moi, je ne cherche pas à me cacher non plus. On a aussi, nous-mêmes, en tant qu'accompagnement, on a aussi nos propres émotions et c'est OK. Et ouais, et tu les laisses sortir et voilà, tout ça, ça a besoin de vivre et ne pas rester enfermé comme on fait la plupart Ah ouais, du mais temps. moi, quand j'ai fait Compostelle pendant un mois l'année dernière, ça a été très, très formateur pour moi sur certaines choses qui étaient très compliquées. Parce que tu vois, moi, avec mon vécu, avec ce que j'ai pu vivre, etc., tu vois, les notions d'hygiène comme ça, elles sont des choses justement très importantes pour moi. Et, et tu vois, j'avais du mal à, tu vois, aller dans une salle de bain pas trop propre où je sentais qu'il y avait déjà des personnes qui étaient passées devant moi. Tu vois. Alors moi, ça m'a fait dépasser des choses que j'avais encore besoin de, tu vois, d'éliminer. Tu vois, ce côté de se dire, bon, écoute, c'est pas grave, là, tu vas passer derrière et puis tu t'en fous, tout va bien se passer. Voilà, tu vois, ça m'a aussi fait dépasser ça, tu vois. Ouais, Dormir en groupe comme ça a été compliqué pour moi. je pense que ce que tu dis, c'est hyper important parce que ce que je vois avec les émotions, les gens ont tout de suite voient le pire, les trucs hyper forts et machin. Et ces petits trucs, en fait, quand tu en prends conscience, on vient Ces au petits début de trucs comme voilà. l'interview, c'est prendre conscience de ça. Et quand tu travailles ça, finalement, tu libères plein d'autres choses. Et quand tu libères tous ces petits trucs, moi, ça a été, bon, moi aussi, j'ai été ouais, j'ai passé un an à l'autre bout du monde, mais dans des conditions effectivement aussi qui s'étaient assez spartiates. Mais c'est Est-ce que des tu vas petits boire trucs. d'eau chaude? Est-ce que, enfin, tu vois, des trucs Ouais, qui peuvent paraître simplistes comme ça, mais non, non, mais c'est en dépassant toutes ces petites choses-là, c'est clair. c'est ça qui est important. Et de dépasser toutes ces petites choses, ça t'apprend aussi à dépasser les plus grandes, à aller plus loin. Ça t'apprend les choses et apprendre à vivre cette émotion. Peut-être des fois, vivre une petite, un truc qui, voilà, tu te dis, oh, ça, c'est pas très grave. Mais OK, c'est pas une question de grave, c'est que ça te donne une expérience, ça te donne effectivement une nouvelle expérience, une nouvelle façon de voir les choses et ça t'amène encore plus haut. Mais c'est ça. Parce que c'est vrai qu'avec mon passif, mais j'avais plein. C'était presque des tocs, hein, franchement. N'ayons pas peur des mots. Hein. Moi, j'avais vraiment des comportements comme ça qui me dérangeaient. J'avais du mal. Et là, ça m'a fait complètement dépasser tout ça. Tu vois. Ça, je me souviens les premiers jours sur Compostelle où tu te dis, oh la putain de merde. Voilà, le dortoir, ouais, c'est pas super propre, c'est pas machin, on dort à plusieurs. Ouais, ok. En plus, la salle de bain, elle est à l'autre bout, elle est minuscule. Où est-ce que je vais poser mes affaires? Je veux pas les salir. Non, mais tu vois, des trucs à la con comme ça et que tu apprends à dépasser. Et pour moi, c'est de grandes victoires. Tu vois, c'est pas des petites victoires, ça a été de grandes victoires sur moi-même. Ouais, Et je suis tout, très fière d'avoir dépassé ça. Et toutes donc, ces, on dépasse plein de choses comme ça pendant ces marches-là. Ouais, mais tout ça, c'est des grandes victoires. Il n'y a pas de petites ou de grandes victoires. Toutes Non. les avancées, ce sont des Mais victoires. comme tu le disais là, et je te rejoins, c'est très juste ce que tu dis, c'est plein de petits détails comme ça qui, en fait, vont amener un grand changement derrière. Parce que ce qui nous bouffe la vie, c'est les petits détails. Hein. Oui, mais tout à fait. Et on revient à la marche. Ouais, Tu peux aller très loin, mais c'est toujours un pas après l'autre. Hein. C'est que des petits pas. Donc, que tu ailles à 200 mètres de chez toi ou que tu ailles faire le chemin de Saint-Jacques, c'est exactement la même chose. Et ça t'apprend ces nouvelles expériences, ces nouveaux comportements aussi que tu acquiers. Et toi, comment justement alors tu t'es imposé quelque part ça, tu le savais peut-être pas avant, inconsciemment Stéphanie. Comment tu as dépassé justement tous ces en petits n'ayant tocs, pas le choix, en fait, en le vivant. ouais. J'étais obligée de le vivre, hein, j'allais pas, sinon je dormais dehors. en fait mais je sais que j'ai aussi fait un post-it pour dépasser ça. Si, en partant
Je savais que certaines choses allaient me mettre dans un inconfort, mais terrible. Je le savais très bien avant de partir. Et je voulais justement dépasser ça. Et je sais que parfois, de toute façon, pour dépasser ses plus grandes peurs, à un moment donné, il n'y a pas d'autre choix que de s'y confronter. C'est en passant à l'action. Et c'est là où je veux en revenir. C'est que je me suis pas donné le choix en me confrontant à la situation pour pouvoir le dépasser. C'est ça, c'est décider d'y aller parce que tu le sens aussi, comme tu le dis, tu ne l'avais pas conscientisé, mais tu savais une envie, quand tu as un élan vers quelque chose ou quelqu'un, il y a forcément une raison derrière qui n'est pas consciente des fois, mais tu sais. Et du coup, partir de prendre cette décision, c'est pour ça que la prise de décision, on vient à cette prise de décision, cette prise de responsabilité, eh bien, elle te fait passer à l'action et du coup, c'est le travail, il est là déjà dans cette prise de décision. Il faut que l'enjeu il soit fort en fait. Et là, moi, en fait, on me dit toujours que derrière chaque peur, il se cache un désir. Et moi, mon envie de Compostelle, elle était plus forte. En fait, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire, que j'avais envie de vivre. Donc, j'ai trouvé le truc qui était plus forte que la peur. En fait, il faut toujours aller trouver le truc qui va être plus fort que la peur pour passer le pas, en fait. Et là, moi, le truc, Compostelle, c'était plus fort. Je savais que j'allais vivre des moments inconfortables, mais je me suis dit, de toute façon, j'y vais, quoi. Voilà, j'y vais. Ouais, Et ouais, ça a été inconfortable. Il y a des moments, j'en ai chié, clairement, mais je l'ai fait et quelle fierté derrière, quoi. Vraiment, vraiment. Il y a eu des moments où j'ai râlé, il y a eu des moments où j'ai pesté. Il y a eu une fois, je me souviens, où on avait, pareil, c'était au début, on avait réservé un truc plutôt sympa, là, pour une fois, dans un ancien couvent, etc. Et en fait, on arrive à 17h et là, le type nous dit, ah bah non, vous êtes pas arrivé, vous êtes arrivé après 15h, on a reloué vos chambres. Et en fait, c'est le ton sur lequel il nous a dit ça, genre, mais en gros, démerdez-vous, rien à foutre. Et là, je me souviens, mais là, je l'aurais tué, le mec, tu vois, pour te dire. Là, vraiment, tu vois, les émotions. En plus, je crois que c'est la journée où on a marché le plus longtemps. Je crois on a dû faire 34 km ce jour-là. Imagine le truc. On était crevés, lessivés. Je crois que le type, j'aurais sauté à la gorge. Tu vois, donc là, vraiment, tout ressort, tout explose, etc. Mais voilà. Après, on apprend à dépasser ça aussi. Ouais. Ce que tu disais, ça me renvoie aussi à ce désir qui se cache derrière, tout ça, aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat. Souvent, enfin pour moi, et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, de se lancer, derrière, il y a le désir, malgré les difficultés, les problèmes, tout ce que peut y avoir. Et aujourd'hui, on sent bien, les entrepreneurs le sentent bien, il y a toujours ce désir de liberté, je pense, derrière. Tout à fait. Et ça, c'est un tronc commun à chacun. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et encore une fois, cette liberté d'action, cette liberté de cœur, cette liberté de pensée qui a à travailler et à expérimenter, à dépasser justement ces peurs pour trouver la liberté qui nous convient. Ah ouais, tout à fait. Je te rejoins. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver? Alors, tu nous as parlé des marches sur Saint-Jacques, mais où on peut te retrouver? Comment on prend contact avec toi? Il y a plusieurs choses. Le plus simple, c'est vous allez sur mon site www.unique avec un k-coach.com. Voilà. Après, globalement, sur tous les réseaux sociaux, hein. Vanessa Millet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà. On te trouve, hein, mais je mettrai les liens sous la vidéo en commentaire et puis je mettrai bien sûr si vous voulez la retrouver, si vous voulez effectivement travailler cet alignement, cette liberté, que ce soit les entrepreneurs ou les particuliers, hein, je pense que tu accompagnes. Oui, tout à fait, les deux. Ouais. La confiance, l'affirmation de soi, voilà, développer son impact à l'oral, réconcilier le corps, le cœur, l'esprit, toutes ces dimensions-là. Donc voilà, si vous voulez faire ce chemin avec Vanessa, eh bien, je vous invite à prendre contact avec elle et à la retrouver rapidement
pour ce chemin vers vous-même, vers vous. Voilà. Merci Vanessa pour cette Merci interview, à pour ce partage. Et puis, à bientôt. Ben oui, en vrai, surtout. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions et de votre vulnérabilité, comme on l'a vu. Cultivez cette force qui fera de vous quelqu'un de plus grand encore. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.